Bien avant la colonisation européenne, l'Afrique centrale était une région dynamique, habitée par des peuples qui avaient une connaissance approfondie de leur environnement. Contrairement à certaines idées reçues, ces sociétés n'étaient ni isolées ni désorganisées. Elles étaient structurées, hiérarchisées et profondément ancrées dans des traditions riches et anciennes. La forêt équatoriale jouait un rôle central dans leur mode de vie. Elle fournissait presque tout, nourriture, matériaux, médicaments et même des repères spirituels. Les populations pratiquaient une agriculture adaptée à cet environnement, souvent basée sur le système de culture sur brûlis. Elle cultivait le manioc, l'igname, la banane plantain, mais aussi d'autres plantes locales. À cela s'ajoutait la chasse et la pêche qui complétaient leur alimentation. Mais vivre dans la forêt demandait bien plus que de simples techniques agricoles. Cela exigeait une connaissance fine des saisons, des sols, des cycles naturels et des espèces animales. Ce savoir n'était pas écrit mais transmis oralement de génération en génération. Les anciens détenaient cette mémoire collective et jouaient un rôle essentiel dans l'éducation des plus jeunes. Au cœur de ces sociétés se trouvaient de véritables royaumes. Parmi les plus connus, on peut citer le royaume Congo, le royaume Luba et le royaume Lunda. Ces états couvraient de vastes territoires et rassemblaient de nombreuses communautés sous une même autorité. Le pouvoir était généralement incarné par un roi, mais ce roi n'était pas simplement un chef politique. Il était aussi une figure spirituelle, parfois perçue comme un intermédiaire entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Son rôle était de garantir l'ordre, la justice et l'harmonie au sein du royaume. Le roi ne gouvernait pas seul. Il était entouré de conseillers, de chefs locaux et de notables qui participaient aux décisions importantes. Cette organisation permettait de maintenir un certain équilibre du pouvoir. Dans certains royaumes, la succession ne se faisait pas de père en fils, mais pouvait suivre la lignée maternelle, ce qui montre la complexité des systèmes politiques en place. L'économie de ces royaumes était bien développée, les échanges étaient fréquents et s'appuyaient sur des réseaux commerciaux parfois étendus. Même sans monnaie telle que nous la connaissons aujourd'hui, des systèmes d'échange existaient et fonctionnaient efficacement. Parmi les produits échangés, on trouvait le sel, essentiel à la conservation des aliments, le fer, indispensable pour fabriquer des outils et des armes, ainsi que l'ivoire et les tissus en raffia. Le travail du fer était particulièrement important. Les forgerons occupaient souvent une place respectée dans la société car ils maîtrisaient un savoir technique précieux. Les routes commerciales n'étaient pas toujours des routes au sens classique. Elles pouvaient être des sentiers forestiers ou des voies fluviales. Les fleuves jouaient un rôle crucial, facilitant les déplacements et les échanges entre régions parfois très éloignées. La vie culturelle était tout aussi riche. Dans ces sociétés, l'oralité était essentielle. Les histoires, les traditions, les lois et les valeurs étaient transmises à travers des récits, des chants et des proverbes. Ces formes d'expression permettaient non seulement d'éduquer, mais aussi de renforcer l'identité collective. La spiritualité occupait une place centrale dans la vie quotidienne. Les populations croyaient en l'existence d'esprits présents dans la nature, ainsi qu'en l'importance des ancêtres. Ces derniers étaient considérés comme des protecteurs, capables d'influencer la vie des vivants. Des rituels étaient régulièrement organisés pour communiquer avec les forces invisibles, demander protection ou assurer de bonnes récoltes. Les masques, les statues et d'autres objets artistiques jouaient souvent un rôle dans ces pratiques. Ils étaient chargés de significations symboliques et spirituelles, bien au-delà de leur aspect esthétique. Les royaumes forestiers entretenaient aussi des relations entre eux. Ces relations pouvaient être pacifiques avec des alliances et des échanges, mais aussi conflictuelles. Les guerres n'étaient pas rares, notamment pour le contrôle des ressources ou des routes commerciales. Cependant, la diplomatie était tout aussi importante que la guerre. Les mariages entre familles royales, les échanges de présents et les négociations permettaient de maintenir des équilibres et d'éviter certains conflits. Cela montre que ces sociétés avaient développé de véritables stratégies politiques. À partir du XVe siècle, de nouveaux acteurs apparaissent dans la région, les Européens. Les premiers contacts se font principalement sur les côtes, notamment avec certains royaumes comme celui du Congo. Ces échanges introduisent de nouveaux produits, de nouvelles idées et de nouvelles dynamiques. Mais ces contacts ne doivent pas faire oublier une réalité essentielle. Les royaumes d'Afrique centrale existaient bien avant l'arrivée des Européens. Ils avaient leur propre système, leur propre logique et leur propre histoire. Avec le temps, ces interactions extérieures vont profondément transformer les équilibres locaux. Mais à l'origine, ces sociétés étaient autonomes, organisées et capables de s'adapter à leur environnement. Aujourd'hui encore, l'héritage de ces royaumes est visible dans les cultures, les traditions et les structures sociales de nombreuses régions d'Afrique centrale. Leur histoire rappelle que le continent africain possède un passé riche, complexe et souvent sous-estimé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.